Maintenant, retournons sur la bataille d'Anefis et analysons-la elle-même en tant que telle. Comment les choses se sont-elles passées? J'avais déjà donné une conférence ici, dans laquelle j'expliquais comment l'armée malienne et ses alliés russes avaient réussi à triompher de la coalition impériale terroriste le 25 avril 2026. J'avais expliqué que la stratégie que le Mali et ses alliés semblent avoir adoptée, puisque le pays est immense, c'est de créer une situation qui permette d'attirer, d'aspirer et de provoquer une concentration des forces ennemies. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est un pays immense. Quand l'armée malienne doit combattre un ennemi, elle fait tout pour amener cet ennemi à concentrer ses forces. Et pour cela, elle lui crée un couloir dans lequel cet ennemi se dit qu'il est facile de s'engouffrer. Elle lui laisse le temps de s'engouffrer dans ce couloir pour que cet ennemi étale clairement tout son matériel, montre clairement toutes ses forces. Une fois que l'ennemi est entré, l'armée malienne procède selon la stratégie du python à valeur, du boa. Elle procède littéralement vraiment comme un sabre bélé-bélé, un gros serpent. Elle ouvre largement sa bouche comme ça. L'ennemi entre en croyant se promener, alors qu'il est dans la gueule du serpent. Et quand l'ennemi est bien entré, alors la gueule du serpent se referme, l'armée malienne mord et avale l'ennemi. J'avais expliqué ça le 25 avril, à propos de la bataille du 25 avril, 25, 26, 27 avril. J'avais expliqué. Mais là, à Anefis, l'armée malienne vient de donner la preuve de sa maîtrise de la tactique. Alors, regardons bien la situation. Où sont les troupes terroristes? Elles sont réfugiées en territoire mauritanien et elles sont réfugiées en territoire algérien. Elles sont positionnées à Kidal depuis un moment. Lorsque l'armée malienne essaye d'attaquer les troupes terroristes à Kidal, qu'est-ce qu'elles font? Elles replient en Algérie, elles replient en Mauritanie. Par ce double repli, elles se protègent de l'armée malienne qui n'a pas décidé d'aller mener la bataille en territoire algérien ni en territoire mauritanien. Voilà le jeu du chat et de la souris auquel se livraient jusqu'ici les forces armées maliennes et les groupes terroristes chapeautés par l'OTAN, l'Union européenne, la France et les pays voisins. Écoutez-moi très bien. Dans cette situation tactique, l'armée malienne ne pouvait pas encore infliger une correction suffisante au groupe de la coalition terroriste. Pourquoi? Parce que, à la moindre escarmouche, comme l'a expliqué l'excellent chef d'état-major des forces armées maliennes, que je salue, le général de division Élisée Jean Dao, dont je salue la qualité de communication délivrée hier sur notre chaîne de télévision bien aimée, l'Office des radios-télévisions du Mali. Mon général, tous mes respects. Le général Élisée Jean Dao, chef d'état-major des forces armées maliennes, nous explique justement que le problème avec le JNIM, le problème avec le FLA, c'est que chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient en Algérie, ils fuient en Mauritanie, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Bénin, ils fuient au Nigeria, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Ghana. Chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient. Ils fuient dans un autre pays, mettant l'Alliance des États du Sahel face à un dilemme. Soit l'Alliance des États du Sahel décide de les poursuivre. Alors, les pays qui leur offrent refuge vont dire que l'AES leur a déclaré la guerre. Et ça, c'est le motif tout trouvé pour la coalition impériale terroriste occidentale pour attaquer l'Alliance des États du Sahel. Vous avez bien compris. Le piège tendu à l'Alliance des États du Sahel en cachant les troupes terroristes en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, eh bien, au Bénin, au Ghana, en les cachant un peu partout comme ça, le but, c'est de pousser l'Alliance des États du Sahel à une faute tactique, à une faute géostratégique et même géopolitique majeure, c'est-à-dire se retrouver dans la position de pays ou de puissance qui agressent les autres. Parce que l'Algérie pourra dire, voilà, les troupes maliennes, les troupes de l'AES ont franchi la frontière, sont entrées dans mon territoire, j'entre en guerre. La Mauritanie pourra dire, ah voilà, vous avez vu, les troupes maliennes sont entrées dans mon territoire, elles m'ont déclaré la guerre, je réponds. La Côte d'Ivoire pourra aussi dire, ah vous voyez, les troupes maliennes sont entrées dans mon... Les troupes de l'AES sont entrées dans mon territoire, alors donc moi aussi je déclare la guerre, etc., etc. Ça, c'est le schéma que recherchent les géostratèges et les géopoliticiens français. Ils veulent à tout prix créer une situation dans laquelle les pays qui entourent l'Alliance des États du Sahel
vont déclarer la guerre ouvertement à l'Alliance d'États du Sahel. De cette façon-là, les armées de l'OTAN, les armées de l'Union européenne, l'armée française pourront activement participer à la guerre, puisqu'elles ont des accords de défense avec certains de ces pays, comme la Mauritanie, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana. Alors, ça sera l'hiver noir que ces puissances veulent pour détruire la force qui empêche l'OTAN de recoloniser l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous comprenez ce premier point? Alors, les géostratèges de l'école de guerre malienne ont réfléchi. Le chef d'état-major des forces armées maliennes nous a expliqué hier, en direct sur l'ORTM, que le choix tactique des forces armées maliennes et leurs alliés russes a été de donner l'opportunité aux groupes armés terroristes et à leurs parrains de croire qu'ils peuvent entrer au Mali, qu'ils peuvent pénétrer en profondeur au Mali, qu'ils peuvent cueillir l'armée malienne à l'intérieur même de son territoire. En se repliant donc sur Anefis, Tessalit Aguelok, en se repliant et en laissant provisoirement Kidal, les forces armées maliennes ont donné de l'appétit à la bande de Dial Ag-Gali, à la bande de Aga, Ag-Sherif. Ils leur ont donné envie d'y aller. Les forces armées maliennes leur ont fait croire qu'il était possible d'essayer de les attaquer, qu'il était possible d'envahir le pays. Les forces armées maliennes leur ont donné l'illusion d'une faiblesse qui n'était en réalité qu'une ruse tactique. C'est venez d'abord. Ceci a permis donc de créer une zone tampon dans laquelle l'ennemi a déployé amplement son matériel. Ils ont amplement fait entrer leurs chars de guerre. Ils ont amplement fait entrer leurs véhicules blindés. Ils ont amplement fait entrer leurs pick-up surmontés de mitrailleuses, leurs auto-mitrailleuses. Ils ont fait amplement entrer leurs motos. Ils ont fait amplement entrer leurs soudards et leurs gugus. Quand le Mali et ses alliés ont estimé qu'ils étaient suffisamment entrés et qu'il était temps de les cueillir, la bataille a commencé. La correction fut monumentale. C'est plus de 1000, entre 1000 et 2000 terroristes qui ont été éliminés. Le matériel de guerre qui a été perdu cette fois-ci est monumental. L'impérial terrorisme a payé très cher le fait de s'être aventuré jusqu'à Anefis. En s'aventurant jusqu'à Anefis, le territoire malien s'est transformé en un piège pour lui. Car très rapidement, l'armée malienne et les forces alliées de la Fédération de Russie ont constitué une tenaille. C'est-à-dire les ont attaqués simultanément sur 3 fronts. Le front sud-nord, le front ouest-est et le front est-ouest. L'attaque des forces armées maliennes s'est transformée en une véritable prise en tenaille. Sans oublier le front aérien sur lequel les forces armées maliennes possèdent une domination incontestable. À travers non seulement les drones APV de combat, mais également l'aviation de guerre malienne. Mon cher pseudonyme Assimi Goïta, qui leur a donné les charges? Je viens de vous donner la liste des pays qui sont derrière l'agression. Vous posez encore la question, qui leur a donné les charges? Je viens de dire la liste des pays qui sont derrière l'agression. C'est pour que vous ne posiez plus ce genre de questions, mes chers camarades, mes chers amis. Vous voulez avoir la liste des pays qui leur donnent les armes? Les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne, la France, les pays soumis à l'OTAN, autour, tout naturellement, de l'Alliance d'États du Sahel, à savoir la Mauritanie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria. Voilà les pays qui leur donnent des armes. Voilà l'information scientifique. N'oublions pas d'ailleurs, quand on parle de l'OTAN, de citer l'Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Je suis en train de vous donner la chose simplement. Même un enfant de CM2 comprend ce que je suis en train d'expliquer là. Comment pouvez-vous demander qui leur a donné les chars? Sinon, alors ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, vous ne comprenez pas. Je viens de vous faire la liste des forces ennemies. Vous ne pouvez plus chercher à savoir qui donne les armes aux terroristes. Une fois que vous savez la liste des forces ennemies. C'est tellement évident. Vous voyez Bilal Ag-Sherif acheter un char. Il va acheter un char comment? Vous le voyez acheter 50, 60, 200 automitrailleuses. Il a pris l'argent où? Vous voyez Mariko en train d'acheter des drones de guerre. Il a pris l'argent où? C'est même pas la peine de chercher. Mahmoud Diko, vous le voyez en train d'acheter quoi? Une armée. Il a pris ses moyens. Où il a quelle autorité pour aller acheter des armes? Ce sont des États qui ont armé ces groupes terroristes. Le but est de contrôler les richesses du Mali. Les richesses de l'AES. Je continue l'explication. Je suis sur le plan tactique. Donc, tactiquement, le Mali
leur donne l'illusion qu'ils peuvent entrer, ils entrent, et puis le Mali ferme la boîte, ferme la NAS. Voilà comment le hachoir à viande terroriste a été constitué. Les images sont terribles à voir. La correction a été impitoyable. Ça a été vraiment cuito cuanavale pour les terroristes au nord du Mali. Le général Élisée Jean Dao nous dit, dans son intervention hier, 10 juillet 2026 à l'ORTM, une intervention que je vous invite à réécouter. Elle a été faite en français, elle a été faite en bambara. Il nous dit que rarement l'armée malienne a eu l'occasion de corriger de manière aussi sévère les tout terroristes. Ça veut dire que la tactique a payé. La tactique qui a consisté à les laisser entrer pour les avaler a payé. Maintenant, ils savent que entrer, c'est tenter regretter. Entrer, c'est tenter regretter. Car en réalité, l'armée malienne n'est pas faible, mais elle travaille avec intelligence face à l'ennemi. C'est par cette défaite sévère qu'ils ont compris que l'armée malienne n'avait pas laissé Kidal, provisoirement pour le moment, parce qu'elle ne peut pas reprendre Kidal, mais parce que l'armée malienne veut que le matériel qu'on veut utiliser contre elle là, se monte. Elle veut donner à ceux qui veulent mourir pour les intérêts français, pour les intérêts européens, les intérêts américains, pour les intérêts moyen-orientaux, l'occasion de venir vraiment se donner en sacrifice. Tant qu'ils se cachent en Algérie, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc., ils bénéficient d'une espèce d'immunité frontalière, une immunité diplomatique. Mais quand ils entrent au Mali, les FAMA rugissent, comme des lions affamés. Les FAMA rugissent quand ils entrent au Mali. Vous avez compris? Ça, c'est la tactique. Saluons les grands maîtres de l'armée malienne. Saluons le chef suprême de l'armée malienne, un homme rompu aux batailles de terrain, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Saluons-les pour cette véritable leçon qui s'enseignera dans toutes les écoles de guerre africaines. Comment combattre dans une guerre hybride contre un ennemi qui s'adosse sur les frontières hostiles, qui se cache derrière l'immunité frontalière et qui harcèle en permanence l'armée nationale. Il faut appliquer la stratégie du python, la stratégie du boa, la stratégie des FAMA. Et c'est impitoyable. Alors, maintenant, d'un point de vue géostratégique, que signifie cette défaite? Cette défaite signifie que les plans du néocolonialisme français, les plans de l'impérialisme otanien, les plans de l'impérialisme occidental et moyen-oriental sont en train d'être revus. Lorsque, par 2 fois, une coalition impérialiste internationale vous envoie 12 000 hommes, vous les vainquez. Elle vous envoie 5 à 6 000 hommes, vous les écrasez. Elle est obligée de réfléchir. Pourquoi la coalition est-elle obligée de réfléchir? Pourquoi est-ce qu'elle a un problème géostratégique? C'est que le principal problème de l'impérial terrorisme, c'est le manque d'effectifs. Contrairement aux apparences, il n'y a pas trop de candidats pour venir mourir. Une fois qu'on sait que l'armée malienne et ses alliés russes sont capables de corriger l'ennemi, il n'y a pas trop de candidats pour venir mourir. Le recrutement est le problème fondamental de l'impérial terrorisme. Les grandes puissances impériales terroristes ne veulent pas risquer la vie de leurs soldats dans leur guerre de reconquête. Je vous ai donné l'exemple de la guerre du duo impérial terroriste israélo-américain contre l'Iran. Jamais l'armée américaine n'est descendue cette fois-ci au sol pour combattre les Iraniens. La guerre là a commencé en février. L'armée américaine n'a pas une seule unité entière, un seul bataillon complet sur le sol iranien. L'armée israélienne non plus. L'armée israélienne peut se balader comme ça à Gaza, elle peut aller se balader comme ça au Liban, mais depuis que l'Iran est là, l'Iran nouveau là, qui est en train de combattre là, aucune unité complète, aucun bataillon, aucun régiment de l'armée américaine, ni de l'armée israélienne n'a été capable de pénétrer en Iran. Vous savez pourquoi? Parce que l'Iran a développé une capacité de combat, une capacité de destruction terrestre, telle que si les soldats américains entraient, il y aurait en une journée de combat des centaines de soldats américains morts, des centaines de soldats israéliens morts. Or, vous savez très bien que les Occidentaux en général ont pris la sale habitude de faire leur guerre par d'autres. Et parmi les meilleurs, les plus grands lâches qui soient de l'histoire du XXe et du XXIe siècle, ce sont bien sûr les dirigeants français. Jamais capables d'envoyer leurs propres militaires mourir, il leur faut constamment recruter des supplétifs pour aller mourir à leur place.